Une banquette là. Voilà, En mets-toi face. là, Gérard, en face. Et de la place en face. Là, Gérard. Tiens, je te laisse peut-être. Ah, Gérard. Et là, comme il y a les personnes à laquelle, je sais pas ce que je C'est quoi? Si, on l'a vu. Alors bon, simplement... alors, tu as mis déjà les éclairages. Quand Lou se réveilla, il avait 206 ans. Lou fit une grimace, puis se précipita dans les toilettes où il urina pendant 66 secondes. Ce temps lui parut insupportable. Il se revoyait à 12 ans, recroquevillé dans un immense canapé, écoutant une voix grave qui récitait des mots chantants. Et Lou riait toujours à cet alexandrin. Oh, 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 oh. Vous le prenez de bien. Oh. Et le dernier oh avait une sonorité très haute. Note perchée comme la tête allongée de ce grand vieillard à tête d'oiseau déplumé qui lisait d'une voix grave son manuscrit. Lou se souvenait de son par-dessus qui n'en finissait plus. Tant cet homme était haut. On l'appelait Julio, Jules Supervielle. Il avait un long nez, de grandes oreilles d'éléphant qui pendaient, et tous les soirs, il récitait ce qu'il avait écrit dans la journée. Sa voix basse, sonore, berçait des phrases que Lou écoutait. Il ne comprenait pas tous les mots qui se déroulaient, mais rêvait de chocolat, de confiture, d'arbres et de fourmis. Et quand la voix se taisait, Lou applaudissait et mangeait son gâteau devant le sourire lointain de Julio. Lou savait que ce qu'il écoutait était beau, car les mots chantaient
et dansait, telles des fourmis devant ses yeux qui se fermaient par la fatigue de cette journée d'été. Et la voix de Julio se prolongeait en écho dans la forêt des rêves qui s'était emparée de la nuit de nous. Les fourmis couraient sur les marches en bois de cette vieille demeure blésoise. Furtive, elle s'infiltrait et ramassait tous les secrets de la maison. Les soupirs, les pleurs, les chuchotements, les ricanements. Et puis, les mots que laissait Julio, des mots abandonnés, chiffonnés, froissés, démodés, ou trop cruels. Des mots qui sonnaient faux. Lou, accroupi sous l'escalier, observait méticuleusement cette longue colonne de fourmis qui descendait de marche en marche en portant ces petits riens dont elles allaient charger la terre au crépuscule. En culotte courte, à genoux, il suivait Malheureusement, la cloche sonnait. C'était l'heure du dîner. Il fallait tout quitter. S'asseoir en silence dans la salle à manger. Lou, tout en goûtant sa soupe, songeait à cette fourmilière noire qui, vers 6 heures du soir, devenait rouge en 4 minutes. Et pourquoi les ouvrières noires laissaient-elles leur place à des guerrières au buste écarlate, fantastiquement carapassonnées, armées d'une paire de mandibules à cisailles tranchantes? Et quand le soleil devenait incandescent, la multitude, grouillante et trépidante, se répandait comme une tache de feu sur une surface de la taille d'un tapis des 1001 nuits. Et le tout tournoyait, vibrait, en se communiquant d'innombrables informations en un langage algébrique et rythmique d'antenne. Lou aurait bien aimé apprendre ce langage. Peut-être alors aurait-il pu confier à ce peuple d'insectes ce que les grands ne comprenaient. Oui, ces grandes personnes, si sûres d'elles, si méprisantes à l'égard de son savoir magique d'enfant. Et ce qui l'intriguait le plus, c'était l'âge général.
et l'étonnement de Lou grandissait quand toute la horde guerrière se ruait en rang serré vers un but connu d'elle seule. Aucun obstacle ne pouvait les arrêter, ni un nid de guêpes, ni 6 scarabées à gaz mortel. Même son ami Henri Michaud restait muet devant cette énigme. Michaud était le seul grand à écouter parler ces fourmis. Michaud était très pâle, avec de grands yeux bleu ciel. Il partageait avec Lou des silences longs, comme les allées du jardin bordées de bégonias et de capucines. « Où vont-elles ce soir ?» demandait-il. Et pour le savoir, il faut les suivre. Alors tous deux se glissaient dans l'ombre, épiant la marche guerrière qui chaque soir rasiait les paisibles cités noires. Et l'angoisse gagnait comme l'ombre les buissons, les marguerites, les roses, les renoncules, et les pensées qui frémissaient au passage de l'infernale colonne. Enfin, le but était atteint. Alors, les rouges s'engouffraient dans les orifices de la citadelle noire, impuissante à se défendre. Vainement, quelques ouvrières ou guerrières essayaient de s'opposer à ce pillage, à ce carnage. Vainement. Aussitôt, elles avaient la tête tranchée. Les abdomens épars en témoignaient. Vainement, certaines avaient-elles essayé de boucher les entrées de leur cité. Vainement. Car l'instant d'après, les rouges ressortaient portant fièrement entre leurs mandibules un œuf promis à devenir ce futur esclave, indispensable à ces guerrières qui ne savaient se nourrir seules. Tous les soirs, juste avant le souper, la même cérémonie barbare se répétait dans ce paisible jardin de Touraine. De minuscules atrocités et crimes inavouables se perpétraient à quelques mètres de la maison.
Alors, Lou sortit de sa mémoire et se retrouva incrusté dans un vieux livre parcheminé de M. Stevenson. Péniblement, ses membres froissés, tels des pages, se déplièrent. Force lui fut de constater qu'il avait traversé douloureusement la vitrine de la librairie de l'oubli. « Vous êtes mon premier client !» Mais ces mots venaient d'être prononcés par un doux vieillard à barbe fleurie. Ah, quel choc! Je suis encore en robe de chambre. Entrez dans mon savoir et mon foutoir. Votre impromptu m'a pris au dépourvu. Votre fulgurance vient de m'arracher à mon silence. Ici, il ne se passe presque jamais rien. Lou, qui avait fort mal à plusieurs de ses os, lui répondit « Oh, je vous prie d'excuser ma personne et tout ce verre brisé. Je viens de sortir de ma mémoire et ce présent m'a tout endolori. » « Ah, je vous prie d'excuser ce fatras de manuscrits, de pages éparses et de papiers délabrés qui n'ont pour vertu que leur originalité et leur rareté. Bienvenue à l'hôte de ces oubliés. » Et certains de mes auteurs ont eu quelques brillance à leur époque. D'autres m'ont arraché parfois de larmes ou quelques rides. Ah, je les tourne, les palpe, les retourne, les colle, les déchire, les morcelle. Oh, je les reconstitue. Ainsi se passe mon temps en carton et en page. Ah, que de poussière dans ces mots qui se recroquevillent, tels mes vieux os, des poussières de mots. Oh, ma vie comme l'encre s'efface, un bride d'auteur. Ah, celui-ci, par exemple, nous a fait tant de mystères qu'il s'est perdu dans son histoire. On ne l'a jamais retrouvé. D'où son roman inachevé. Et cet autre, si célèbre autrefois, page blanche et quelques majuscules. Ah, monsieur, regardez à gauche. En haut. Lou regarda et vit une immense bibliothèque. Plus d'1 million de livres, monsieur, totalement ignorés. Ils sont les garants de l'histoire de l'oubli. Ah, quelle patience de cuire en leur reliure usée. Certains sont des chefs-d'œuvre. Notre monde et son devenir auraient peut-être été changés par toutes ces pensées, ces savoirs ignorés. Ah, quand je vois ce que nous sommes devenus, quand je vois nos modifications, notre accoutumance, notre acceptation à cela, quand je vois notre obéissance à ces nouveaux sens dirigés et digérés, quand je vois la fadeur de notre bonheur et notre manque de révolte et d'originalité, et quand je vois l'éternel sourire nous envahir, quand je vois notre jeunesse truquée, un visage d'ange vieillot, bouffi, où chacun se lisse la peau, alors, monsieur, je me retire, rétracte, bien que je souffre de vieillir. La liberté de mourir, voilà ce qui nous reste à nous. Les quelques révoltés de cette absurde
société. Je suis un vieux parchemin sur lequel est tracé par mes rides mon chemin. Mais vous, monsieur, que faites-vous de votre ombre? J'ai perdu ma clarté, et comme elle se cache, je la poursuis. Oh, c'est un mystère, une espièglerie. J'en ris et n'en ris plus, car je suis et ne suis plus. Mais comment peut-on saisir l'insaisissable? Monsieur Loup, il suffit parfois de tourner une page. Ah, puis-je vous classer? Car telle est ma fonction. Oh, surtout pas, monsieur le libraire. Je ne suis qu'un accident de vitrine. Je vous dois donc une distraction. Et le vieillard, sortit de son invraisemblable fouillis plusieurs feuillets jaunis dont la couverture avait pour titre « La Gazette des petits riens ». En tremblant, il attendit à nous. Elle est d'une grande rareté, d'une grande originalité, puisqu'elle n'existe qu'à peine. Elle ne contient que des ombres de sourires, des petites fenêtres, des pourquoi, des comment, des fuites, des pas, des bulles d'esprit éphémères, des rêves de puce et des fragilités. Elle est presque, mais pas. Et pourtant, elle est déjà dans votre poche. Il rire. Puis le vieux libraire prit le bras de Loup et ils sortirent. Dehors, la ville tournait lentement sur elle-même. Elle oscillait. D'immenses balançoires lançaient au ciel des amoureux, des promeneurs de fruits déambulaient. L'un promenait sa grappe de raisin, l'autre sa grosseur d'une pomme, dont les grains étaient énormes, d'autres son melon vert chantant, d'autres un couple d'artichauts qui parfois s'effeuillaient. Je n'arrive pas à le dénouer aujourd'hui. Il a besoin d'air. Voyez son air rabougri et ses feuilles jaunies. Elle jeta un regard innocent à Loup et lui dit, comme il ressemble à votre ami. Piqué au vif, le libraire répondit, impertinence rime avec insolence, mademoiselle.
L'apparence douteuse de votre nudité déborde en vos propos. Ils se séparèrent. Tout en marchant, en souriant, Loup bandait. Il bandait pour Marianne, pour Valérie, pour Joséphine, pour Linda, pour Catherine, pour Irène, pour Hélène, pour Fabienne, et pour tant d'autres qu'il avait bercé, effleuré, cueilli en son art d'aimer depuis tant et tant d'années, depuis tant et tant de regards, et tant de caresses, et tant de baisers, de cris étouffés, morcelés de désespoir en espoir. Qu'il avait aimé ce loup-là. Oh, c'était peut-être ce qu'il avait fait de mieux. Le monde que vivait Loup avait pris l'apparence presque du monde. Tout n'y était que reflet, image, subterfuge, tour de passe-passe. Et la matière, malicieusement, prolongeait l'homme, devenait l'homme. Et l'homme, parfois, se regardait en robot. La matière était devenue bleue, verte, légère. Légère, telle la pensée de l'homme qui se reflétait en elle. « 30 milliards d'êtres rajeunis s'amusaient avec de merveilleux jouets construits par leur caprice. Quelle joie, mais quelle gaieté, quel rire dans les villes et les contrées. Et tous ces enfants, à double regard, se moquaient avec expièglerie de tout, et même d'eux-mêmes. Ils jouaient à tout. Jouaient avec leur esprit, leur corps, leur sexe, parfois double, parfois triple. Ils jouaient avec le temps, ils jouaient avec l'amour. Car l'amour, c'était dévêtu de la morale. L'amour s'en était allé nu à la rencontre du plaisir. Et si quelqu'un pleurait, il avait honte et courait se cacher. Ainsi Loup pensait, et Loup se dit, soyons positifs. Et il entra dans sa baignoire coquille de nacre, qui aussitôt bouillit de joie. Comme elle se remuait pour lui, le couvrant d'effluves de mousse, le parcourant en chatouillis secret, la caressant à bulles odorantes, l'enivrante. C'était une suavité de petit rien, combien gracieux, qui le titillait en l'effleurant de gouttes sombres. Et Loup vit son corps frémir et vibrer telle une corde d'archer en raie. L'aube chantait, alors que
la peau de loup se transformait. Ses seins poussaient. Et Lou se sentit devenir une femme très douce qui le possédait. Alors, il regarda le bas de son ventre et vit sa transformation. Sa main descendit et toucha une douce fourrure qui s'ouvrait en anémone pulpeuse. Je m'escargoufis comme c'est agréable. Lou était devenu son contraire. Maintenant de lui sortait un clitoris géant qui, se dressant, voulait déflorer sa surprise. Et il sentit son béant palpiter. Alors Lou s'arc-bouta tout au bout de son bout et, telle une flèche, entra en spirale dans son nouveau moi et son corps cria « Encore, encore !» Tout en boule, Lou était devenu un tout qui roulait et tournait en toupie d'amour. Quel couplement! Son bain moussait, moussait. Ah, c'était l'escargouille extase. Et Lou sortit de son bain. Qu'allait-il faire de son matin? Il avait bu, mangé, joui en son contraire. Et maintenant, il suffisait d'attendre. Et Lou attendit que son présent passât, ce qui fut fait instantanément. Et cette pensée le rassura plus, elle l'amusa. Et il attendit encore un instant, puis un autre, puis un autre. Et tous ces instants trépassaient. Et ce fut un cimetière d'instants. Cimetière. Ce mot le fit sourire quand il était devenu démodé. Presque personne ne mourait. Sauf quelques obstinés, quelques révoltés qui voulaient rejoindre leur âme. Âme. Ce mot oublié avait repris ces derniers temps toute sa vigueur. Chacun voulait avoir une âme. Les uns la cherchaient dans leur tiroir, d'autres sous leur chapeau, d'autres voulaient la laver en sortant nue au clair de lune, d'autres, de peur qu'elle ne s'échappe, la mettaient en conserve dans un bocal transparent, d'autres, des malhonnêtes, essayaient de la vendre des sommes folles, la vendre à des riches qui tout de suite l'habillaient de façon ridicule comme leur Tchitsu. Il était de très mauvais ton de perdre son âme. À votre air égaré, on s'en apercevait tout de suite, et on ne vous invitait plus.
Les dernières découvertes scientifiques prouvaient que bon nombre d'animaux possédaient aussi une âme. Oui, c'étaient des savants hindous qui les avaient photographiés en égat. Est-ce que ma gambasse a une âme? S'interrogea Lou. J'espère. Certaines personnes n'osaient plus marcher sur une pierre de peur d'en blesser une. Et les casseurs de cailloux étaient mis au banc de la société. On ne vendait plus de chaussures, que des pantoufles, de peur de meurtrir le sol. Ah, cela faisait rire, lui, et il pensa à Laetitia, qui changeait d'âme comme de parure. Un soir, son âme était triste et son regard sombre. Un soir, son âme était en fête et son regard bleu. Mais cahier céleste égale des confitures pour son âme. Puis, elle murmura un chiffre magique et le relou sortit avec son âme sous son chapeau. Et c'est alors qu'il se heurta à la pulpeuse Cathy, qui, expressément, venait lui raconter qu'elle était amoureuse de lui. Et de qui? De vous, dit-elle, en se précipitant contre lui si vivement qu'ils basculèrent. Et son chapeau tomba. Lou se précipita pour retenir l'irréparable, son âme. Oh, jamais je ne la retrouverai. Jamais! S'écria-t-il en s'enfuyant. Ami! Ami! Cria-t-il. Reviens! Reviens. Ami! Reviens, criait-il. Essoufflé, il s'arrêta pour acheter une cage, la cage de son âme. Sa longue marche l'amena au musée des manies.
Ce musée, depuis sa création, avait un énorme succès. L'étrange et la bizarrerie provoquaient chez les visiteurs une hilarité constante. Le bâtiment, tout en vibration de reflets, conservait des spécimens humains d'une grande rareté. Il y avait la femme des Hum, Mademoiselle Forcément. Il y avait le cracheur de eau. Il y avait Monsieur Chut-Chut et son frère Oulala. Il y avait le mangeur de mots et Mademoiselle Pouffy. Il y avait le racleur d'ongles et Monsieur Sicourbette. Il y avait Madame Nu et Madame Mouchi-Mouchi. Il y avait Monsieur le ricaneur aux trois courbettes et Madame Loulou, carotte, poil de trompette et Madame Pétrouille, à fesses de citrouille. Enfin, il y en avait tant d'autres. Tous étaient logés dans de vastes cages de verre, petits appartements meublés, où chaque objet était de la même époque que son occupant. Ces spécimens d'un genre humain passé, démodé, avaient décidé une fois pour toutes de ne plus suivre l'évolution galopante du monde. Refusant tout médicament, refusant de se parfaire et de se refaire, ils pensaient que leur liberté consistait à s'appartenir jusqu'à la moindre manie. L'habitude était leur catéchisme. La société les avait groupés dans ce musée afin de les conserver et de les protéger. D'ordinaire qu'ils étaient devenus, par l'usage du temps, extraordinaires. Ils étaient devenus illustres, tels les monstres d'un cirque vénusien. Certains même s'exagéraient en vanité prétentieuse, tant ils se trouvaient rares. Leur notoriété était si grande qu'aucun rire, aucune moquerie ne pouvait les blesser. Ils avaient aussi le sentiment d'être utiles à ces visiteurs stéréotypés aux pensées fonctionnelles pour qui le rire et la jouissance étaient le seul motif d'existence. Lou se promenait, regardant attentivement une à une les chambres de verre. Vainement cherchait-il le regard de l'occupant qui ne se souciait nullement des visiteurs. Quand Lou passa près de la vitrine du mangeur de mots, celui-ci brutalement fixa son regard sur lui et hurla « J'ai faim! Faim de mots! Donne-m'en! Donne! Je souffre atrocement! Donne! Je t'en supplie. Et combien en veux-tu? Cela dépend de leur poids. S'ils sont mauvais, je les crache. Ma vie n'est qu'un assemblage de mots, un pulse labyrinthique que j'assemble toujours et toujours. Cela me nourrit. Mais comprends-moi, rien n'est plus abominable que de ne pouvoir cercler le sens d'une idée. Donne! Donne! Le mangeur de mots tordait ses doigts qui craquaient, des gouttes de sueur perlaient sur son front, et son regard de cannibale était devenu
suppliant. Âme, dit Lou. Instantanément, la bouche du mangeur de mots s'ouvrit, puis se referma avec extase. Oh, merci, dit-il. Le mangeur de mots. Je suis rassasié. Je n'ai plus faim. Ah, comme vous avez de la chance, monsieur le mangeur de mots. Vous n'avez pas vu, je cherche mon âme errante. Comme vous? Oui, je l'ai perdue. Tu la retrouveras. Bonne route! Et ils se tendirent la main au travers de la vitre. Ils riaient presque. Et Lou partit vers d'autres cages de verre. Il en était à la 112e quand il aperçut de dos un homme accroupi sur des brisures de verre. Il l'interpella. « Oh, pardon, monsieur, mais que faites-vous » L'homme se retourna, prit un morceau de verre et regarda au travers. « Monsieur, je vous démultiplie. Grâce à moi, vous voilà plusieurs. Quelle foule vous êtes! Tous identiques, comme ces milliers de visiteurs insouciants. Mon métier est de filtrer la lumière afin qu'elle ne blesse pas. Voyez-vous, monsieur, la lumière est semblable à la vérité. Il ne faut pas qu'elle soit trop claire. Répondit l'homme, avec ceci, je crée l'illusion de ma vie. Je ne puis la partager. Il y eut un silence. Ils se regardaient. Ah, les secrets ne se partagent pas, n'est-ce pas? Puis Lou reprit son chemin. Ami! Ami! Criait-il dans les couloirs. Ami, mais reviens! Reviens! Que dit-il? Murmuraient les gens autour de lui. Mais voyez son air inquiet. N'est-il pas des nôtres? Soudain, Lou entendit une voix féminine, délicate et parfumée, qui s'adressait à lui. Que peux-tu chercher d'autre que la beauté? Arrête-toi. Pose ton regard sur ma nudité. Lou s'arrêta et vit Madame nue. Nue! Elle lui souriait. Sa main tenait une aiguille argentée. Oh, madame, que faites-vous?
ainsi toute nue. Je coule invisible, je coule les rires, je coule les larmes, je coule le temps de nuit, je coule les jours, un peu d'amour. Et Madame Nu envoya un baiser qu'il reçut de plein fouet. Il était tout nu. Ah, j'étais si belle qu'ils m'ont mise dans une cage de verre. Ma beauté est si fragile qu'elle pourrait se briser. Je suis la transparence de mon propre reflet. Oh, madame, couvrez-vous. Vous allez prendre froid. Voulez-vous cacher mon éclat? Et madame nue, sortit d'un tiroir un miroir. Est-ce une manie que de se fasciner? Oh, je ne puis me séparer de mon image. Si vous saviez comme elle me rend heureuse, entendez les rires aux éclats de mon miroir. Avec quelle grâce elle se mouvait, se contournait, se retournait. Subjugué, il chercha à la saisir, mais ses mains se heurtèrent à l'impossible transparence qui les séparait. Madame, pouvoir me remuer. Mon émotion est grande. Voulez-vous la partager? Madame Nu esquissa un sourire et lui répondit: on ne peut aimer la beauté, seulement l'adorer. Puis, elle se retourna et reprit son travail de couture dans le vide. Désemparé, il la contemplait. Des larmes coulaient sur ses joues, tant il trouvait beau le dos, les reins, les fesses, le sexe et le tout sur lequel Madame Nu s'était assise. Il pleurait tant et tant qu'il fit 3 petits bruits que Madame Nu entendit. Veux-tu que je te cousse tes larmes? Lui dit-elle. J'en ferai un collier dont je m'ornerai. Et Lou vit Madame Nu s'approcher de son chagrin, de sa petite langue rose. Elle lécha la vitre, puis, rassasiée, mit le collier de larmes autour de sa taille. Ton malheur est ma plus belle parure, cela me rassure. Elle était si cruelle
que le flot qui coulait le long des joues de l'eau s'arrêta depuis 40 ans. Il n'avait pas pleuré sans un mot. Il se détourna et franchit son désespoir d'un pareil démesuré. Non, jamais. Il ne reverrait la bien-aimée de cet instant. C'était la dernière. C'était la dernière. Ah, non. Pour ceux qui veulent, il reste des petits livrets, s'il y en a qui veulent avoir le texte. Voilà. Petits livrets. C'est des extraits. Voyez ça avec Jean-Philippe. Voilà. Ramasser les pages. C'est des bons 15 en fait. Ouais, c'est comme ça. Ouais, le temps parce que moi j'ai vu. Je vous laisse le temps. Tu vois pour le livre. Si tu peux regarder, c'est pendant que je range, comme ça. Ça fait un peu de temps. Je te laisse, on verra. C'est fait pour être lu aussi. C'est fait pour être lu. Et leur accompagner, merveilleux accompagnement. Ah, bah merci. Voilà, c'est livré, ça fait 15 euros. 15 euros. Voilà, ouais, c'est pas moi qui dis, hein, c'est lui. C'est pas mon texte. Voilà, c'est madame qui l'a fait. Voilà. Ah oui, elle est pas Très bien, celle-là. Elle est très bien, cette dame. On était peu nombreux, mais c'est